À 7h23 du matin, le 18 juin 1944, le sergent Jacob Mertens se tenait à la fenêtre du 3e étage d'une ferme à moitié détruite près de Cartown, en France. À travers sa lunette de visée Car 98K, il observait un nid de mitrailleuses américains à 200 mètres de distance. La MG42 avait tué 6 de ses hommes au cours de la dernière heure. Dans les 40 secondes suivantes, il serait mort. Non pas par cette mitrailleuse, mais d'un endroit où il n'aurait jamais pensé regarder. À 3000 lieues à l'ouest, le sergent technique Raymond Ray Kozlowski était assis immobile à l'intérieur d'un silo à grains, pas près de lui, à l'intérieur. Il y était depuis 11 heures. Pas de nourriture, pas d'eau, un seau pour les déchets. Son Springfield M1903 Hatchat reposait sur un sac de sable. Il avait traîné une échelle rouillée dans l'obscurité. À travers un trou qu'il avait découpé avec des cisailles à tôle, il pouvait voir toute la ligne défensive allemande. 37 positions, 14 officiers identifiés par leurs insignes et leur comportement. Au cours des 6 derniers jours, il en avait tué 23. Les Allemands savaient que quelqu'un chassait leur commandement. Ils avaient envoyé des patrouilles, fouillé des bâtiments, interrogé des civils. Ils n'avaient jamais regardé vers le haut des silos. L'équipement agricole n'était pas un terrain tactique. Cette hypothèse leur coûterait la péninsule du Cotentin. Kozlowski observait Mertens à travers sa lunette. Vit la bouche du sergent bouger, donnant des ordres. L'Allemand se pencha en avant, pointant vers les lignes américaines. Les réticules de Kozlowski se fixèrent sur la croix de fer sous le col de Mertens. Il expira à moitié, retint son souffle, appuya sur la détente. Le Springfield recula. Mertens s'effondra. Le 24e meurtre. Ce qui s'est passé ensuite n'était dans aucun manuel militaire. C'était la logique agricole appliquée à la guerre. Le genre de réflexion qui vient de la réparation de tracteurs, pas de West Point. Au moment où la 82e division aéroportée a traversé 40 ans, la structure de commandement allemande s'était effondrée. Les officiers ont refusé les positions de terrain. Les sergents ont dirigé depuis des positions couvertes. La discipline radio s'est détériorée en chaos. Tout cela parce qu'un fermier laitier du Wisconsin comprenait quelque chose sur l'élévation, la patience et l'infrastructure rurale qu'aucun stratège militaire n'avait envisagé. C'est l'histoire de la façon dont une innovation née de la vie agricole a tué 28 officiers ennemis, sauvé environ 200 vies américaines et créé une doctrine que l'armée américaine enseigne encore aujourd'hui. Une doctrine qu'ils n'ont jamais officiellement attribuée à l'homme qui l'a inventée. Raymond Kozlowski n'a jamais reçu de médaille pour ce qu'il a fait dans ses silos. Il n'en voulait pas, mais d'autres tireurs d'élite voulaient connaître son secret. Et quand il l'a finalement révélé, cela s'est propagé comme un feu de grange à travers le théâtre européen. Raymond Kozlowski a grandi dans le comté de Sheboygan, Wisconsin. Son père possédait 80 acres de terre laitière. Ray était le deuxième de 5 fils. Ce qui signifiait qu'il faisait le travail que personne d'autre ne voulait. Nettoyer les stalles, réparer les clôtures, grimper dans les silos pour briser le grain obstrué. Ce dernier travail était celui que tout le monde détestait. Sombre, claustrophobe. 40 pieds vers le haut d'une échelle rouillée, avec un marteau-piqueur et une prière que l'ensilage ne se déplace pas et ne vous enterre. Ray l'a fait sans se plaindre. Il passait des heures là-haut, seul avec ses pensées et l'odeur du maïs fermenté. Il a appris à tirer sur les marmottes à la ferme de son oncle. Des nuisibles qui creusaient des trous dans lesquels le bétail pouvait marcher. Son oncle lui payait 500 par queue. Ray avait 13 ans quand il a tiré sur sa première marmotte à 200 mètres. Son oncle a vérifié la distance lui-même, l'a mesurée à pied, n'a pas pu y croire. À 15 ans, Ray était le meilleur tireur du comté. Il a remporté la compétition de jeunesse de l'État en 1937. Il a ramené à la maison un trophée que sa mère gardait sur la cheminée. Son père était moins impressionné. Il a dit que tirer était bien, mais que les vaches avaient besoin d'être traites. Quand la guerre est venue en 1941, Ray avait 22 ans et était exempté. Travailleur agricole essentiel. Son père avait besoin de lui. Mais 3 des cousins de Ray se sont enrôlés le premier mois. L'un est revenu dans un cercueil drapé d'un drapeau au printemps. Ray ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité. En octobre 1942, il est entré dans le bureau de recrutement à Sheboygan. Son père ne lui a pas parlé pendant 2 semaines. L'entraînement de base au camp McCoy. Les instructeurs de tir ont remarqué immédiatement chaque cible au centre de masse, chaque distance. Les instructeurs lui ont demandé où il avait appris. Il a dit « les marmottes ». Ils l'ont envoyé à l'école de tireurs d'élite à Fort Benning, diplômé 2e de sa classe. Le premier était un tireur compétitif du Colorado. Ray ne se souciait pas des classements.
Il se souciait de la portée effective et a remporté une compensation. En avril 1944, il était en Angleterre avec la 82e division aéroportée, assigné à la compagnie du quartier général en tant que tireur désigné. La plupart des tireurs d'élite travaillaient seuls ou en paire. Ray préférait être seul. Il avait passé trop de temps dans les silos pour avoir besoin de conversation. Le problème a commencé le jour J+7, le 13 juin. La 82e se dirigeait vers 40 ans. La résistance allemande était coordonnée, mortelle et professionnelle. Des nids de mitrailleuses soutenus par des équipes de mortiers. Soutenus par une surveillance de tireurs d'élite, les Américains ont avancé. Les Allemands les ont tués. Des hommes spécifiques. Les radiocommunicateurs d'abord, les officiers ensuite. Quiconque donnait des ordres en troisième. C'était une exécution systématique. Le premier classe, Eddie Kowalski, a reçu une balle dans la gorge à 9h15 du matin. Ray connaissait Eddie de Sheboygan. Famille différente, même nom. Les dernières paroles d'Eddie demandaient sa mère. Il a saigné à mort en 40 secondes. Le tireur d'élite allemand qui l'a tué n'était pas visible. Ray a cherché pendant 20 minutes. Rien. Le caporal James Devlin est mort à 11h40 du matin en menant son escouade à travers un champ ouvert. Un seul coup, centre de masse. Devlin était le colocataire de Ray en Angleterre. Il jouait aux cartes chaque nuit, depuis 3 mois. Devlin n'a jamais vu ce qui l'a frappé. Ray a cherché à nouveau, n'a pas pu trouver le tireur. Au 14 juin, la 82e avait perdu 11 hommes au tir de tireurs d'élite. Pas l'artillerie, pas les mitrailleuses, des tirs de fusils de précision depuis des positions invisibles. Les Allemands avaient l'élévation. Ils tiraient depuis les clochers d'église, les greniers de grange, les châteaux d'eau. La doctrine américaine disait de supprimer avec l'artillerie, d'avancer avec l'infanterie. Mais l'artillerie était nécessaire ailleurs. Les chars ne pouvaient pas s'élever. L'infanterie ne pouvait pas voir les tireurs. Le lieutenant Marcus Freeman, l'officier coordonnant les équipes de tireurs d'élite, a été tué le 15 juin. Un seul coup à 3h20 de l'après-midi. Ray était à 50 mètres de distance quand c'est arrivé. Il a vu la tête de Freeman se rejeter en arrière. Il a tracé l'angle. Fenêtre du 2e étage. Ferme. Ray s'est déplacé pour un contre-tir. Au moment où il a atteint une position de tir, l'Allemand était parti. Professionnel, discipliné, mortel. Cette nuit-là, Ray ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de voir le visage d'Eddie. Les cartes de Devlin éparpillées dans la saleté. Freeman effondré contre une haie. Les Allemands n'étaient pas seulement mieux positionnés, ils utilisaient le terrain correctement. Élévation, dissimulation, plusieurs positions de tir, tirer et se déplacer, l'artisanat de base du tireur d'élite. Les Américains essayaient de contrer avec des positions au niveau du sol et des patrouilles agressives. Cela ne fonctionnait pas. Ray a marché à travers le territoire capturé à l'aube. Il a étudié le paysage, le pays du bocage normand. Des haies, de petits champs, des fermes dispersées, des églises dans chaque village, des granges et des silos, des dizaines d'entre eux, des cylindres de béton hauts de 20 à 40 pieds utilisés pour le stockage des grains. La plupart étaient abandonnés. Les Allemands ne s'en étaient pas préoccupés. Aucune valeur tactique, juste de l'équipement agricole. Ray s'est arrêté à une vieille construction en béton, estimée à 32 pieds de haut. Une échelle rouillée sur l'extérieur. Il a grimpé. La vue était extraordinaire. 3000 de visibilité. Chaque haie, chaque carrefour, chaque bâtiment que les Allemands utilisaient, ils pouvaient voir leur position de tireurs d'élite. Clochère d'église, à 2 miles au nord. Grenier de grange à 1 mile à l'est. Château d'eau à 1 mile et demi au nord-est. D'ici, ils étaient tous exposés. L'intérieur était sombre. Sentait le vieux grain et les fientes d'oiseaux. Une trappe rouillée au sommet menait à l'intérieur. Ray en sautait. Le cylindre avait un diamètre de 15 pieds. Vide, sauf pour les débris. Les murs avaient 3 pieds d'épaisseur. Béton et armature en acier. De petites fentes de ventilation tous les 10 pieds vers le haut du mur. 6 pouces de large, 4 pouces de haut. Ray a regardé à travers une. Parfait. Il pouvait voir dehors. Personne ne pouvait voir dedans. Il a descendu. Son esprit s'accélérait. Chaque silo en Normandie était une cachette de tireurs d'élite prête à l'emploi. Élévation, dissimulation, protection structurelle. Les Allemands utilisaient des bâtiments. Les bâtiments étaient évidents. Les silos étaient invisibles. Les fermiers n'y pensaient pas. Les soldats non plus. Ray avait passé la moitié de ses années d'adolescence à l'intérieur. Il connaissait leurs avantages. Il connaissait aussi leurs dangers. Le tir depuis un silo n'était pas dans le manuel. L'armée entraînait les tireurs d'élite pour les cachettes au sol, les positions dans les bâtiments, le camouflage naturel. Personne n'enseignait les tubes de béton verticaux. Ray devrait le découvrir lui-même. Et s'il se trompait, s'il se retrouvait piégé là-haut,
il mourrait seul dans l'obscurité, comme être enterré dans le grain. Il a passé le 16 juin à préparer. Il a trouvé un silo abandonné à 2 miles des lignes allemandes. Il a grimpé avec son fusil, s'est entraîné. L'angle était raide, 40 degrés vers le bas, ce qui a changé ses calculs de correction. La chute des balles se comportait différemment à des angles extrêmes. Il a tiré des coups d'essai dans des champs vides, a ajusté sa lunette. Les fentes de ventilation étaient trop étroites pour le confort. Il en a élargi une avec des cisailles à tôle. 6 pouces sont devenus 10 pouces. Juste assez de place pour sa lunette et son canon. L'intérieur était étouffant. Le soleil de juin chauffait le béton comme un four. Ray a transpiré à travers son uniforme en 1 heure. Il aurait besoin d'eau, beaucoup. Il aurait besoin de nourriture, quelque chose qui ne se gâterait pas. Il aurait besoin d'une solution pour les déchets. Les SEAO. Il aurait besoin de rester parfaitement immobile pendant des heures, peut-être des jours. Pas de mouvement, pas de bruit, pas d'erreur. Cette nuit-là, le capitaine Robert Henshaw a appelé un briefing. 11 autres victimes. Les tireurs d'élite allemands gagnaient. Henshaw a demandé des volontaires pour des patrouilles agressives de contre-tir d'élite. Ri n'a pas volontairement. Il s'est approché de Henshaw après, seul. « Monsieur, j'ai une idée. Allez-y, Klowski. Laisse Silos. Personne ne les utilise. Je veux le faire. » Henshaw a froncé les sourcils. Pourquoi ? Des positions de tir, élévation, dissimulation. Ces choses sont des pièges mortels. Si vous vous retrouvez coincé là-haut, c'est fini. J'ai grandi dedans, monsieur. Je sais comment il fonctionne. Henshaw l'a étudié. Si vous faites cela, vous êtes seul. Pas de soutien, pas de secours. Et si vous êtes tué, je n'envoie personne récupérer votre corps. Compris, monsieur. Une dernière chose. Si vous tirez sur un officier, ils vous chasseront. Si vous tirez sur plusieurs officiers, ils déchireront cette campagne à votre recherche. Ray a hoché la tête. Laissez-les chercher. 17 juin 1944, 9h45 du soir. Ray a emballé son équipement dans l'obscurité. Springfield M1083 A4 avec lunettes Unertal. 200 cartouches de munitions perforantes M2, 4 cantines, 6 barres de rations D et chocolat, un seau, 2 couvertures en laine, 50 pieds de corde, des cisailles à tôle, une petite pelle pliante, des jumelles et un carnet avec un crayon. Il s'est déplacé à travers les lignes alliées à 11h20 du soir. Il a dit aux sentinelles qu'il était en patrouille. Ils ne l'ont pas remis en question. Les tireurs d'élite opéraient indépendamment. Ray a marché vers le nord-ouest, a évité les routes, a utilisé les haies pour se couvrir. Les patrouilles allemandes étaient actives. Il a entendu des voix 2 fois et resté figé. Elles ont passé. Le silo était à 3 miles et demi des lignes américaines, à 2 miles des positions allemandes. Une ferme abandonnée, pas de mouvement, pas de lumière. Ray s'est approché du sud, a vérifié les mines, n'en a trouvé aucune. Le fermier français qui possédait cet endroit était soit mort, soit évacué. Le silo se tenait seul contre le ciel nocturne. Cylindre de béton de 38 pieds de haut, plus sombre que l'obscurité autour de lui. Ray a grimpé l'échelle extérieure. Chaque barreau grinçait. La rouille s'écaillait sous ses mains. Il s'est déplacé lentement, a testé chaque marche, 38 pieds vers le haut. Un seul faux pas signifiait la mort. Au sommet, la trappe était coincée. Il l'a travaillé avec le manche de la pelle. Métal sur métal, trop bruyant. Il s'est arrêté, a écouté. Rien. Il a réessayé. La trappe a cédé. Il l'a levé de 6 pouces, a regardé dedans, l'obscurité. Il a laissé tomber son sac à travers, l'a entendu tomber en bas, a grimpé dedans. L'intérieur était plus frais qu'à l'extérieur. Le béton retenait la chaleur du jour, mais la libérait lentement. Les yeux de Ray se sont adaptés. La lumière de la lune à travers les fentes de ventilation créait de minces barres d'argent sur les murs. Il s'est installé dans le quadrant nord-est, 32 pieds vers le haut, 2 fentes disponibles. Il a élargi la supérieure avec des cisailles à tôle. Le métal a crié. Il s'est arrêté tous les quelques coups, a écouté. Les fentes étaient renforcées avec des barres d'armature. Il ne pouvait pas les couper. Il a travaillé autour. 20 minutes. Les mains crampent. La fente était maintenant 12 pouces de large, 8 pouces de haut. Suffisante. Il a arrangé les sacs de sable, en a apporté 4 dans son sac, les a positionnés comme support de fusil. L'angle était sévère. 42 degrés vers le bas. Il devrait se brancer différemment. Il s'est entraîné. Allongé. Trop maladroit. Assis mieux. Agenouillé. Mieux. Ses genoux le détesteraient demain. Mais la position était stable. Ri a déroulé les couvertures. Une pour le rembourrage sous lui, une pour la chaleur plus tard. Juin en Normandie était doux. Mais les nuits devenaient froides à l'élévation. Il a positionné le seau dans le coin, le plus loin de sa position de tir.
une petite dignité. Il a arrangé les rations D, les cantines, les munitions, tout à portée de main. Il ne se lèverait pas pendant au moins 12 heures. À 1h15 du matin, il s'est installé en position. Lunette à l'œil, il a balayé le paysage. L'obscurité n'a rien révélé pour l'instant. Il attendrait l'aube. Il avait fait cela avant. Contexte différent. Attendre dans les silos que son père l'appelle. Des heures, seul, avec rien que la patience. L'armée enseignait aux tireurs d'élite à attendre. Henry attendait depuis qu'il avait 12 ans. Le risque était calculé. Si les Allemands le trouvaient, il mourrait. Pas d'itinéraire d'évasion. L'échelle était exposée. Il le tirerait en descendant ou le piégerait à l'intérieur. Le laisserait mourir de faim. Il avait envisagé cela. Avait décidé que cela n'avait pas d'importance. Eddie était mort. Devlin était mort. Freeman était mort. 11 autres étaient morts. Ray pouvait arrêter plus de morts, ou il pouvait mourir en essayant. Les mathématiques étaient simples. La cour martiale n'était pas une préoccupation. Henshaw avait approuvé le concept. Séoul n'était pas la même chose qu'interdit. Mais opérer aussi loin en avant sans soutien violait les protocoles. Si Ray était capturé, cela reflèterait sur la 82e. Henshaw avait la négabilité. Ray n'en avait pas. Il ne s'en souciait pas. Les réglementations n'avaient pas sauvé Eddie. À 2h du matin, ses genoux faisaient mal. Il a changé de poids, a trouvé un meilleur angle. Le béton était froid. La couverture a aidé. Il a mangé la moitié d'une barre de ration, a bu de l'eau, a vérifié sa lunette. Le réticule était clair. Il l'avait réglé à 300 mètres. La plupart de ses coups seraient plus loin. Il compenserait. Le sommeil n'était pas possible. Trop d'adrénaline. Trop de colère. Ray a fixé l'obscurité et a pensé aux marmottes. Comment elles se figeaient quand elles étaient menacées. Comment il avait appris à les attendre. La patience était l'arme, pas le fusil. Le fusil était juste l'outil. La patience était ce qui séparait les fermiers des citadins. Vous ne pouviez pas précipiter une récolte. Vous ne pouviez pas précipiter un coup. À 4h47 du matin, le ciel a commencé à devenir gris. Ray a observé le paysage émerger. D'abord les haies, puis les bâtiments, puis les routes. À 5h30 du matin, il pouvait voir les positions allemandes. Clochers d'église, granges, fermes, exactement où il les avait cartographiées. Exactement où ses cibles seraient. À 6h12 du matin, un soldat allemand a émergé d'une ferme. Ray a observé à travers sa lunette, a remarqué l'uniforme, le fusil en bandoulière. Le soldat a marché vers un puits, a tiré de l'eau, a bu. Ray n'a pas tiré. Les hommes de troupe n'étaient pas la cible. Les officiers l'étaient. Les officiers prenaient des décisions. Les officiers coordonnaient la défense. Les officiers gardaient les soldats en vie. Éliminaient les officiers et le système s'effondrait. À 6h58 du matin, un homme différent a émergé. Insignia da Feldwebel. Sergent. Ray l'observait. Le sergent portait une sacoche de cartes, marchait avec détermination, entra dans un bâtiment différent, fonction d'état-major. Toujours pas la cible principale, mais digne de noter. À 7h19 du matin, le lieutenant Klaus Becker sortit de l'église. Ray le connaissait par réputation. Agressif, compétent, responsable d'au moins 6 morts américains, Becker portait sa casquette d'officier, tenait des jumelles. Il marcha à découvert, scruta les lignes américaines, éleva ses jumelles, étudia quelque chose. Les réticules de Ray se posèrent sur la poitrine de Becker. Distance 720 yards, vent 3 à 5 miles par heure de gauche à droite. Angle 40 degrés vers le bas, Ray ajuste son point de visée. 4 pouces à droite, 2 pouces vers le haut. Il contrôla sa respiration. Inspiration, expiration, à mi-chemin. Maintien. Son doigt toucha la détente. Appuya. La Springfield tira. Le coup résonna à l'intérieur du silo comme un canon. Les oreilles de Ray bourdonnaient. Il s'en fichait. À travers la lunette, il vit Becker s'effondrer. L'officier allemand se saisit la poitrine, tomba en arrière. 2 soldats se précipitèrent vers lui. Trop tard. Ray les regarda traîner Becker à l'intérieur. Les infirmiers ne pourraient pas l'aider. La balle de calibre M2 avait traversé le sternum de Becker et ressorti par son dos. Ray actionna le verrou, éjecta la douille, la rattrapa. Aucune preuve. Il se réinstalla en position, attendit. Les Allemands réagiraient. Il devait voir comment. À 7h45 du matin, l'activité allemande augmenta. Les soldats se déplaçaient entre les bâtiments. Prudent maintenant. La mort de Becker avait créé de la confusion. Ray observa les officiers émerger. Brève retraite à l'intérieur. Il tentait de coordonner une réponse. Doctrina standard. Localiser les tireurs. Supprimer.
à Saïr. Mais il ne savait pas où chercher. Les lignes américaines étaient à 900 yards au sud. Baker avait été tiré de l'est. Ils fouillèrent les bâtiments à l'est, ne trouvèrent rien, envoyèrent des patrouilles. Ray les regarda se déplacer à travers les haies. Ils fouillèrent les granges, les fermes, une église, ne regardèrent jamais les silos. À 8h33 du matin, Hermann Werner Schulz sortit d'une ferme en pierre. Ray reconnut l'insigne à travers sa lunette. Le capitaine Wehrmacht Schulz portait un combiné radio. Il coordonnait avec le commandement supérieur, signalait la mort de Baker, demandait un appui d'artillerie ou une reconnaissance aérienne. Ray attendit. Schulz se déplaça à découvert, tint le combiné à son oreille. Distance 1040 yards, 25 miles par heure, angle de 3/4 38 degrés vers le bas. Ray ajusta 6 pouces à droite, 3 pouces vers le haut. Respira, tira. Le Springfield aboya. Schulz lâcha le combiné, se saisit la gorge, s'effondra. 2 mises à mort, 94 minutes. Réactionna le verrou. Les Allemands paniquaient maintenant. Les bavardages radio seraient frénétiques. 2 officiers morts, tireurs inconnus, position inconnue. Ray regarda les soldats se disperser. Certains se mirent à couvert, d'autres sprintèrent entre les bâtiments. Le chaos s'installait. À 9h15 du matin, le sergent Jacob Mertens apparut à une fenêtre du 3e étage, position de mitrailleuse. Mertens dirigeait le feu vers les lignes américaines. Ray l'avait vu auparavant. Agressif, efficace, responsable de multiples pertes, Mertens se pencha en avant, pointa, donna des ordres. Distance 780 yards, vent 4 miles par heure de gauche à droite, angle 44 degrés vers le bas. Ray ajusta 3 pouces à droite, 1 pouce vers le haut. Tira. La tête de Mertens se rejeta en arrière. Le sergent disparut de la fenêtre. Ray n'attendit pas de confirmation. Il savait. 3 mises à mort, 2h28 minutes. Les Allemands étaient maintenant en crise. Ray pouvait le voir. Les officiers refusaient de se montrer. Les sergents dirigeaient de derrière les murs. La communication s'effondrait. Ils avaient envoyé plus de patrouilles, fouillé plus de bâtiments. Toujours ne l'avaient pas trouvé. À 10h02 du matin, une Kubelwagen arriva. Voiture d'état-major allemande. 3 officiers à l'intérieur. Ray les regarda sortir. Un Oberstkolonel Wehrmacht, de Hauptmann-Capitaine. Ils se déplacèrent rapidement vers une ferme. Le colonel portait une sacoche de cartes. Leadership senior venant évoluer. Rare. Le pouls de Ray s'accéléra. Le colonel se déplaça à découvert. 20 pieds, 15-10. Il atteignit la porte de la ferme. Ray avait 5 secondes. Distance 950 yards. Vent 6000 par heure de droite à gauche. Angle 39 degrés vers le bas. Ray compensa. 8 pouces à gauche. 2 pouces vers le haut, tira. Le colonel chancela, se saisit le chambranle de la porte, s'effondra. Les 2 capitaines le traînèrent à l'intérieur. Hauptmann. Ray avait vu le sang. Centre de masse fatale. 4 mises à mort, 3 heures. Les Allemands étaient maintenant sans chef au niveau tactique. Leur structure de commandement s'effondrait. Mais Ray n'avait pas terminé. Tout au long de la journée, il attendit, observa. Apprit leur schéma. Les Allemands s'adaptaient, utilisaient des toits couverts, se déplaçaient dans l'obscurité, mais ils devaient commander. Les officiers devaient diriger. Cela signifiait exposition. Brefs moments. Ray fit compter ces moments. À 1h47 de l'après-midi, Oberleutnant Friedrich Kaul, premier lieutenant, dirigeant une équipe de mortiers. Distance 1200 yards, 27 000 par heure. Ray compensa, tira. Kaul tomba. L'équipe de mortiers abandonna sa position. À 3h25 de l'après-midi, Feldwebel Otto Zimmermann, sergent-chef, coordonnant le réapprovisionnement en munitions. Distance 800 yards. Ray tira. Zimmermann s'effondra. Le réapprovisionnement s'arrêta. À 17h19, lieutenant Hans Bader, deuxième lieutenant, dirigeant un élément d'assaut. Distance 680 yards. Ray tira. Bader s'effondra. L'assaut vacilla et les soldats se replièrent. 7 mises à mort. Un jour, les genoux de Ray criaient. Son dos protestait. Ses yeux brûlaient de la fatigue de la lunette. Il but de l'eau, mangea une autre barre de ration. Le seau sentait mauvais. Il l'ignora. Le soleil se couchait. L'obscurité apporterait du soulagement. Il se reposerait cette nuit, reprendrait demain. À 20h34, Ray se permit de se pencher en arrière. Le mur de béton était froid contre sa colonne vertébrale. Il ferma les yeux, écouta. Artillerie lointaine, tir d'armes légères. Les Américains avançaient, les Allemands se repliaient. Le dysfonctionnement du commandement était visible même à 3 miles de distance. Les officiers morts, les sergents dirigeants, la coordination échouant. Ray pensa à Eddie, à Devlin, à Freeman, aux 11 autres.
Il les avait vengés 7 fois, mais il n'avait pas terminé. Demain apporterait plus de cibles, plus d'opportunités, plus de mise à mort. Les Allemands contrôlaient toujours 40 ans. Le 82e avait toujours besoin de soutien. Ray avait des munitions. Il avait une position. Il avait de la patience. Il mangea le reste de sa ration, but de l'eau, s'enveloppa dans la couverture. Le sommeil vint lentement. Le béton était plus dur que sa couchette. L'obscurité était absolue. Mais Ray avait dormi dans des silos auparavant. C'était pareil, juste plus sombre, juste plus silencieux, juste plus important. Ray se réveilla à 4h30 du matin le 18 juin, son deuxième jour dans le silo. Ses genoux étaient raides. Son dos protestait à chaque mouvement. Il but de l'eau, mangea, utilisa le seau, reprit position à 17h15. Les Allemands étaient différents aujourd'hui. Le mouvement était minimal. Les officiers restaient à l'intérieur. Quand ils apparaissaient, c'était brièvement porte à véhicule, véhicule à bâtiment, jamais à découvert, jamais longtemps. Ils avaient appris, mais ils devaient toujours fonctionner. Fonctionner signifiait exposition. À 7h23 du matin, le sergent Jacob Mertens apparut à une fenêtre du 3e étage. Bâtiment différent d'hier. Les Allemands rotaient les positions. Intelligent. Mertens dirigea le feu pendant 40 secondes. Ray attendit. Patience. Mertens se pencha en avant. Pointa. Ray tira. Mertens s'effondra. 8 mises à mort. Tout au long de la journée, Oberfeld-Weibel, Kurt Weber à 9h41 du matin, Lieutenant Stefan Richter à 11h18 du matin, Hauptmann Ernst Graf à 14h07 de l'après-midi, Feldwebel Paul Schneider à 16h52 de l'après-midi. 12 mises à mort, 2 jours. En fin de soirée, le trafic radio allemand était chaotique. Ray ne pouvait pas l'entendre, mais il pouvait le voir. Mouvements confus, réponses retardées, unités opérant indépendamment, la structure de commandement n'était pas seulement endommagée. Elle était coupée. Le 19 juin, le sergent-chef Thomas Tommy Reeves était en reconnaissance des positions allemandes depuis une haie. Il regarda un officier émerger d'une ferme. Regarda la tête de l'officier se rejeter en arrière. Le regarda tomber. Reeves scruta pour trouver le tireur. Ligne américaine, pas d'angle, bâtiment, pas de mouvement. Il était confus. Cet après-midi-là, 3 autres officiers moururent de la même façon. Reeves compta 16 officiers allemands en 3 jours. Tous des tirs précis. Tous d'une position inconnue. Quelqu'un les chassait. Quelqu'un d'efficace. Reeves posa des questions autour de lui. Personne ne savait. Kozlowski était en patrouille longue portée. C'était tout ce que quiconque disait. Le 20 juin, Reeves trouva le capitaine Henshaw. « Monsieur, qu'arrive-t-il aux officiers allemands ?» Henshaw le regarda. « Qu'entendez-vous par là ?»« Il meurt. » 16 en 3 jours. Des tirs précis. Tireur inconnu. Henshaw hocha lentement la tête. Gardez cette observation pour vous, sergent. Qui le fait ? Quelqu'un qui comprend l'agriculture. Reeves ne comprenait pas, mais il arrêta de poser des questions. Cette nuit-là, il regarda un silo au loin. Le regarda pendant 20 minutes. Ne vit rien. Mais le lendemain matin, un autre officier allemand mourut. Et Reeves remarqua que le silo était dans la bonne position pour l'angle. Il grimpa à un arbre, regarda le silo à travers des jumelles, ne vit rien. Mais il comprit. 2 jours plus tard, Reeves s'approcha de Ray au poste de commandement. Ray était revenu pour se réapprovisionner. 16 jours sur le terrain, 23 mises à mort confirmées. Reeves demanda tranquillement. « Les silos ?» Ray le regarda. « Quoi à leur sujet ? C'est de là que vous tirez ?» Ray ne dit rien. « Comment ? J'ai grandi dedans. N'importe qui peut le faire ? N'importe qui n'est pas claustrophobe ?» Reeves hocha la tête. J'ai grandi dans un ranch. Je ne suis pas claustrophobe. Alors, trouvez un silo. Apportez de l'eau. Apportez de la patience. Le 22 juin, Reeves était en position 2 miles à l'est de l'emplacement de Ray. Silo différent, secteur différent. Il toit son premier officier le 23 juin, son deuxième le 24 juin. La parole se répandit parmi les tireurs d'élite. Conversations tranquilles. Pas de canon officiel. Kozlowski utilise des silos, 30 pieds d'élévation. Dissimulation parfaite. Les Allemands ne les ont jamais vérifiés. Le 25 juin, 4 tireurs d'élite américains opéraient depuis des silos à travers la péninsule du Cotentin. Le 28 juin, 9. Le 2 juillet, 17. Les Allemands remarquèrent que leur rapport de renseignement mentionnait des tireurs d'élite américains élevés. Ils fouillèrent les bâtiments, les châteaux d'eau, les clochers d'église, ne trouvèrent rien.
n'ont jamais considéré les silos, l'équipement agricole, l'infrastructure agricole. Hors de propos. Le 4 juillet, l'Oberst Nantanz-Dier, de l'aile de reconnaissance de la Luftwaffe, survola la Normandie. Il photographia les positions américaines. Procédure standard. Mais son analyste remarqua quelque chose d'inhabituel. Plusieurs silos à 3 miles des lignes allemandes. L'analyste l'écarta. Structures agricoles. Aucune valeur tactique. Le 6 juillet, Hauptmann Rudolf Hartmann dirigea un peloton à travers un village contesté. Le tir de tireurs d'élite américains était constant, précis, élevé. Hartmann ordonna à ses hommes de fouiller les bâtiments. Ils ne trouvèrent rien. Un soldat du rang mentionna les silos. Hartmann les regarda. Des cylindres de béton 40 pieds de haut. Il secoua la tête. Personne n'utiliserait cela. Trop exposé, trop piégé. Il avait tort. Cet après-midi-là, Hartmann fut tué par un tir à 800 yards. Le tireur était dans un silo que Hartmann avait dépassé ce matin. À la mi-juillet, les officiers allemands en Normandie opéraient selon de nouveaux protocoles. Ne jamais apparaître en terrain ouvert, ne jamais s'élever, ne jamais rester immobile. Les communications radio devinrent codées. Les commandements de terrain furent chuchotés. L'efficacité tactique de la Wehrmacht s'est dégradée, non pas par la puissance de feu américaine, par la patience américaine, par les agriculteurs qui comprenaient l'élévation et l'agriculture mieux que les généraux ne comprenaient les tactiques. Le 18 juillet, le renseignement américain intercepta une transmission radio allemande. La traduction se lisait « Les tireurs d'élite américains opèrent depuis des structures agricoles, possiblement des silos à grains, conseille une extrême prudence à moins de 2 km des silos ». L'officier du renseignement qui l'a lu était confus. « Des silos à grains ?» Il classa les rapports, ne les distribua pas. L'innovation se répandit. Les tireurs d'élite partagèrent les techniques. Comment grimper silencieusement? Comment élargir les fentes de ventilation? Comment gérer les déchets? Comment rester hydraté? Comment calculer les angles? Aucune documentation officielle, aucune approbation d'ingénierie, juste des conversations chuchotées entre des hommes qui avaient grandi à la campagne et comprenaient que les fermes étaient plus que du décor. En août, les estimations suggéraient que 40 tireurs d'élite américains opéraient depuis des silos à travers la France. En septembre 60, la technique s'étendit à l'Italie, puis à la Belgique, puis à l'Allemagne elle-même. Partout où il y avait de l'agriculture, il y avait des silos. Et partout où il y avait des silos, il y avait des tireurs d'élite américains qui comprenaient leur valeur. Les chiffres racontaient l'histoire. Dans les 2 semaines avant que Ray n'entre dans son premier silo, l'efficacité des tireurs d'élite américains dans le secteur de Normandie était en moyenne de 1,3 mises à mort confirmées par tireurs d'élite par semaine. Les mises à mort d'officiers étaient rares, peut-être une par mois par tireur d'élite. Les taux de perte parmi les forces américaines du tir de précision allemand restaient à 11%. Dans les 3 semaines après la propagation des tactiques de silo, les mises à mort confirmées ont bondi à 4,7 par tireur d'élite par semaine. Les mises à mort d'officiers ont augmenté à 2,1 par semaine par tireur d'élite. Les taux de perte allemands du tir de tireur d'élite ont triplé. Les taux de pertes américains du tir de précision allemand ont chuté à 6%. Une réduction de 45%. À la fin juillet, les rapports d'après-action de la 82e division aéroportée notaient une efficacité de commandement allemand significativement réduite dans les secteurs de Normandie. Les rapports attribuaient cela aux opérations de contre-tireurs d'élite agressives américaines. Ils ne mentionnèrent pas les silos. Ils ne mentionnèrent pas Kouzlovski. Ils citèrent un positionnement tactique amélioré et de la persévérance. En août, le département d'ordonnance de l'armée envoya 2 ingénieurs pour enquêter. Ils interrogèrent les tireurs d'élite, examinèrent les positions, grimpèrent eux-mêmes dans les silos. Leur rapport conclut: les structures de stockage de grains offrent une élévation excellente, une dissimulation et une protection structurelle pour les tireurs désignés. Recommande l'évaluation de structures similaires dans d'autres théâtres. Le rapport s'assit sur un bureau à Washington pendant 7 semaines. Personne ne priorisa l'infrastructure agricole. La guerre était mobile maintenant. La France était libérée. L'Allemagne était suivante. Les silos étaient l'innovation d'hier, mais les tireurs d'élite se souvenaient. En octobre, pendant l'avance à travers la Belgique, le sergent-chef Michael O'Brien trouva un silo à l'extérieur d'Aix-la-Chapelle, s'installa à l'intérieur, tua 3 officiers allemands en 2 jours. En novembre, le caporal James Whitmore utilisa un silo près de la forêt de Hurtgen, 6 mises à mort.
4 jours. En décembre, pendant la bataille des Ardennes, 9 tireurs d'élite américains opéraient depuis des silos à travers les Ardennes. Ils tuèrent 41 officiers allemands en 3 semaines. Le dysfonctionnement du commandement contribua à la percée alliée. Les estimations conservatrices attribuent aux tactiques de silos le mérite d'avoir sauvé 200 vies américaines entre juin et décembre 1944. La technique réduisit l'efficacité du commandement allemand d'un estimé 30 à 40% dans les secteurs où elle était employée. Les taux de perte d'officiers parmi les forces de la Wehrmacht en France augmentèrent de 60%. Ces chiffres provenaient d'une analyse d'après-guerre menée en 1947 par des historiens de l'armée. Le rapport resta classifié jusqu'en 1982. Le dossier officiel attribua le mérite à une formation et un équipement de tireurs d'élite amélioré. Aucune mention de Kouzlovski. Aucune mention des silos. Aucune mention d'agriculteurs qui comprenaient l'agriculture mieux que les tactiques. L'innovation fut absorbée. L'inventeur fut oublié. En 1946, l'armée révisa sa doctrine de tireur d'élite. Nouveau manuel FM 2310, formation et emploi du tireur d'élite. La section 7 couvrait les positions élevées non traditionnelles. Elle mentionnait les châteaux d'eau, les mâts radios, les structures industrielles. Dans un seul paragraphe à la page 43, elle référençait les installations de stockage agricole comme potentiellement utiles dans les environnements ruraux. Aucune attribution, aucune histoire, juste de la doctrine. Ray survécut à la guerre. Il était en Allemagne quand elle se termina, le 8e mai 1945. Il avait tué 28 officiers allemands au cours de 11 mois. Jamais blessé, jamais capturé. Il est retourné au Wisconsin en août, a pris un autobus depuis New York. Son père l'a rencontré à la gare à Chegan. Ils se sont serré la main, ne se sont pas embrassés. Son père lui a demandé s'il était prêt à travailler. Ray a dit oui. Il a passé les 42 années suivantes à cultiver la terre. Les mêmes 80 acres, la même exploitation laitière. Il s'est marié en 1947. Elisabeth Warner, ils ont eu 3 enfants. Ray n'a jamais parlé de la guerre. Quand on lui posait la question, il disait « J'ai fait ma part ». Ses enfants savaient qu'il avait été tireur d'élite, ne connaissaient pas les détails, ne posaient pas de questions. En 1963, un journaliste du Milwaukee Journal l'a contacté. Quelqu'un avait mentionné son nom en relation avec les opérations de tireurs d'élite en Normandie. Le journaliste voulait une interview. Ray a refusé. Il a dit qu'il avait des vaches à traire. Le journaliste a insisté. Ray a raccroché. En 1978, il a assisté à une réunion de la 82e division aéroportée. Il a vu Tommy Reeves pour la première fois en 33 ans. Ils ont parlé pendant 2 heures. Reeves l'a remercié. Il a dit que la technique du silo lui avait sauvé la vie en Belgique. Ray a hoché la tête, a dit qu'il était heureux qu'il n'en ait jamais reparlé. La mère de Ray est décédée en 1981. Aux funérailles, son ancien trophée était toujours sur la cheminée. Champion de tir de jeunesse de l'État, 1937. Sa fille lui a demandé si elle pouvait le garder. Ray a dit oui. Il lui a dit que c'était d'avant qu'il ne sache ce que signifiait tirer. Il a pris sa retraite en 1987, a vendu la ferme à son plus jeune fils, a déménagé dans une plus petite maison en ville, a passé ses journées à lire, jardiner, jouer aux dames au centre communautaire. En 1991, un historien militaire l'a retrouvé, voulait l'interviewer sur les tactiques de silo. Ray a accepté. Ils ont parlé pendant 3 heures. L'historien prenait des notes, a demandé si Ray avait des regrets.